En l'occurrence, les Américains étaient parfaitement au courant, dans le moindre détail, de ce que les Israéliens allaient déployer. C'est incontestable. La totalité des équipements militaires israéliens viennent des États-Unis. Les États-Unis sont les premiers bailleurs de fonds de l'armée israélienne. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien consacré aujourd'hui à la situation au Moyen-Orient et en particulier évidemment au conflit irano-israélien qui occupe quasiment l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aujourd'hui pour en parler de recevoir l'un des meilleurs spécialistes sur le sujet, monsieur Ardavan Amir Aslani. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu présent. Vous êtes avocat, vous êtes essayiste et je le disais, vous êtes un des spécialistes, des grands spécialistes en France de la question moyen-orientale, mais en particulier de la question iranienne. Alors, première question pour reposer un peu le cadre de ce qui est en train de se passer. Nous étions, il y a encore quelques semaines, à des discussions qui avançaient entre les Iraniens et Donald Trump sur la question du nucléaire, et les Israéliens décident de frapper sans prévenir en Iran, de frapper massivement l'Iran. Comment expliquez-vous aujourd'hui la décision du gouvernement israélien de procéder à ces frappes ? La question à se poser est d'abord et avant tout celle qui consiste à déterminer est-ce que les négociations en cours avec les Iraniens et les Américains étaient de bonne foi? Est-ce que c'était de vraies négociations? Ou c'était uniquement de la poudre aux yeux, de manière à faire patienter les Iraniens, leur faire croire que des négociations sont sur le point d'aboutir, de façon à les prendre à rebours-poil, de court, et les frapper? Rappelez-vous que les Israéliens ont déclenché leurs attaques à l'encontre de l'Iran 4 jours avant la date de rencontre prévue, dimanche dernier. Donc les Iraniens n'avaient aucune raison de soupçonner des frappes venant d'Israël, puisqu'ils se disaient au moins, comme n'importe qui d'autre, que tant qu'on discute avec les Américains, les Israéliens ne vont pas s'autoriser à attaquer l'Iran. Cela signifie que les Américains le savaient. D'ailleurs, Trump l'a reconnu, il a été informé avant même les frappes. C'est-à-dire que cette affaire-là était prévu par les Américains, autorisé par les Américains. Israël n'aurait jamais osé attaquer l'Iran sans l'accord préalable des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de berner l'Iran, en faisant croire que des négociations sur le nucléaire pouvaient aboutir, alors que secrètement, les Américains et les Israéliens espéraient frapper l'Iran et prendre l'Iran de court. Vous pensez qu'il y a eu une coordination de ces frappes entre Israéliens et Américains, ou est-ce que vous pensez que les Israéliens ont prévenu certes les Américains, mais qu'en fait l'ampleur des frappes et les objectifs recherchés dépassent le cadre de ce qui a des discussions qui ont lieu avec les Américains, et que les Israéliens essaient un petit peu de forcer la main aux Américains dans cette histoire? Je pense qu'en l'occurrence, les Américains étaient parfaitement au courant, dans le moindre détail, de ce que les Israéliens allaient déployer. C'est incontestable. La totalité des équipements militaires israéliens viennent des États-Unis. Les États-Unis sont les premiers bailleurs de fonds de l'armée israélienne. L'Israël ne peut pas se permettre de ne pas informer les Américains dans les moindres détails. Il le savait. D'ailleurs, quand Trump a été interrogé sur la question, il a dit clairement « je le savais, je savais ce qu'ils allaient faire. En plus, je peux vous dire que si les Iraniens ne capitulent pas, des attaques encore plus graves vont être réalisées. » Donc il sait tout, de A à Z. La preuve, hier soir, nous sommes aujourd'hui le 18 juin, hier soir, il a déclaré qu'il allait déployer l'arsenal militaire américain dans la région afin de soutenir l'effort de guerre israélien. D'ailleurs, là où c'est différent, c'est que cette fois-ci, les Américains ne sont même pas en première ligne. Ils sont dans le fourgon israélien, derrière. Quel est l'objectif d'Israël officiellement? Il y a la menace nucléaire iranienne, menace quasiment d'ailleurs terroriste, puisqu'on entend parler sur les chaînes d'infos aujourd'hui pour ce qui est de la France d'ailleurs, de préparation d'attentats terroristes il y a quelques mois, il y a quelques années. Quel est aujourd'hui quels sont les buts de guerre israéliens aujourd'hui en Iran? Oui. Si vous voulez,
Pour ma part, j'ai aucune tendresse pour la théocratie islamique en Iran. J'aimerais que ça soit clairement établi. Moi, je vais vous apporter mon regard d'un point de vue géopolitique. Israël est aujourd'hui dirigé par un Premier ministre qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, dont le pays fait l'objet aujourd'hui d'une procédure judiciaire devant la Cour internationale de justice pour fait de génocide, dont l'ancien ministre de la Défense est également sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. D'autres ministres, parmi les plus excités, comme Ben-Gvir, Smotrich, sont sanctionnés par des puissances occidentales. C'est ça le pays avec lequel, aujourd'hui, nous sommes en train de traiter maintenant. Chaque jour, le Premier ministre israélien se réveille et se pose la question suivante, qui vais-je frapper aujourd'hui? Si vous regardez Israël et son entourage géographique, vous allez voir que tous les pays qui entourent Israël ont fait l'objet de frappes israéliennes. Que ce soit la tragédie humaine de Gaza, ou pas plus tard qu'hier, des personnes civiles qui espéraient simplement trouver du blé, trouver de quoi se nourrir, ont été frappées par des drones. Une cinquantaine de personnes ont été assassinées. Tous les jours, il y a des assassinats et des meurtres à l'encontre du peuple gazaoui. C'est incontestable. Nous sommes arrivés à un chiffre que j'ose même plus citer, 65 000 morts. 65 000 morts. Tous les jours. Chaque jour, il y a une centaine de Gazaouis qui sont assassinés. Il en va de même du Liban. Israël a envahi le Liban, plus de 6 000 morts. Israël, qui en tant que puissance d'occupation a un devoir légal, d'après le droit international, de protéger les territoires occupés et ses habitants, la Cisjordanie, ne cesse, si vous voulez, de faire des incursions, de faire des rafles, de procéder à des assassinats tous les jours dans la foulée, soit directement, soit en soutenant les forces réactionnaires colons qui sont sur place. Les Houthis ont été frappés par Israël. La Syrie, même après la chute d'Assad, l'arrivée au pouvoir de ce fou furieux ancien bras droit de l'État islamique en Irak et patron du front al-Nusra en Syrie, les mêmes qui ont vendu les chrétiens sur la place publique, les mêmes qui ont réduit à l'esclavage sexuel les zaïdites, etc. Alors que les États-Unis viennent de lever les sanctions internationales contre la Syrie et lever également les primes qui figurent sur sa tête, 10 millions de dollars sur la tête de Jolani, la veille de son arrivée à Damas. Ils ont frappé également la Syrie. Ils ont également frappé l'armée syrienne et l'ensemble des actifs militaires de la Syrie le lendemain, entre guillemets, du départ d'Assad. Et j'en passe. Et maintenant, c'est le tour de l'Iran. Donc, nous avons affaire à un pays, si vous voulez, dirigé par quelqu'un qui a un regard particulièrement égocentré sur la région. J'ai été sidéré l'autre jour sur une chaîne lorsqu'un journaliste parlait du fait que 3 Israéliens avaient été tués dans le cadre d'une frappe iranienne. Je regrette chaque mort humaine. Mais on oublie les 100 000 morts globalement sur les 20 derniers mois qui entourent Israël. Autour d'Israël, il y a aujourd'hui un cimetière. Et aujourd'hui, Israël décide de frapper l'Iran. Moi, je pense que l'objectif d'Israël n'est pas simplement de frapper les sites nucléaires iraniens. Israël jette une notion qui s'appelle la guerre préventive, qui au demeurant en droit international n'existe pas. On peut considérer qu'en géostratégie, ça existe, dès lors que la menace serait imminente. Ça a été pratiqué d'ailleurs. Dès lors qu'en l'occurrence, la menace serait imminente. On peut comprendre ça. Mais en l'occurrence, où était l'imminence du danger? Madame Tulsi Gabbard, le responsable des services américains, a déclaré au mois de mars dernier, devant le Congrès, que l'Iran n'était pas sur le point de développer une bombe. Pas plus tard d'il y a 15 jours, la CIA a émis un rapport disant que l'Iran n'était pas sur le point de développer une bombe nucléaire. Malgré cela, Israël, sous des prétextes fallacieux, a trouvé le moyen de lancer cette guerre abominable à l'encontre de l'Iran et de son peuple. La volonté, en l'occurrence, n'est pas que de détruire les installations nucléaires iraniennes, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de menace. Même si je peux comprendre, si vous voulez, l'inquiétude du peuple israélien, de l'État israélien, par rapport à un pays qui tous les jours déclare qu'Israël doit disparaître. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas d'imminence. Il n'y avait pas d'immédiateté. Et donc, on aurait pu laisser à la diplomatie sa chance. Ils ne l'ont pas laissé.
Parce que je pense que leur volonté, in fine, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, ça se dessine, consiste à effectuer un changement de régime en Iran. Et je pense, si vous voulez, qu'à moins qu'il y ait une intervention militaire américaine, les deux calculs israéliens sont des calculs erronés. Parce que quand vous attaquez un pays, du fait que le pays en question essaie de développer, d'après Israël, des armes nucléaires, le pays va se dire que le seul moyen de sacraliser le territoire et d'assurer la pérennité de la souveraineté de l'État consiste justement à avoir une bombe nucléaire. Par tous ceux qui ne l'avaient pas, étaient présentés comme ceux qui cherchaient à s'en dotés et qui ont été anéantis et renversés. Prenez le cas de Saddam Hussein. J'ai encore, si vous voulez, l'image du général Powell sur l'estrade des Nations Unies en tenant le flacon, le fiole entre les mains en disant que j'ai la preuve matérielle que Saddam développe l'arme nucléaire et des armes de destruction massive. On a mobilisé la planète, on est allé sur place, 1 million de morts, et il n'y avait rien. Pareil pour la Libye. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a une volonté de changer le régime, chaque fois que vous mettez l'Amérique en première ligne, le résultat est systématiquement une tragédie dans les conditions que l'on connaît. Le cas afghan est un cas typique. Les États-Unis sont allés, ils y sont restés 20 ans, ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars en donnant l'espoir aux femmes que l'égalité entre les femmes était actée, en les autorisant, en les permettant, en les encourageant d'intégrer la magistrature, les services de police, pour ensuite les abandonner en 24 heures, fuyer le pays dans les conditions que vous avez constatées, avec des gens, de pauvres gens, qui s'accrochaient aux pneus de gros porteurs américains qui partaient. Donc aujourd'hui, ils espèrent détruire le nucléaire iranien. Je crois que la seule chose à laquelle ils risquent d'aboutir, c'est la sortie de l'Iran du traité de non-prolifération et de l'AIEA, et la volonté de l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire pour empêcher justement des aventures de cette nature. Et deuxièmement, sur le changement de régime, on ne sait jamais comment la population locale va regarder le problème. Je vois difficilement comment on peut dire légitimement au peuple iranien « je vais vous bombarder, donc vous libérer ». Et donc le peuple iranien risque également de se fédérer derrière le gouvernement sous la notion de la patrie en danger. Ces deux questions-là sont toujours à l'ordre du jour. Il y a un rabbin assez influent sur Internet, Rav von Chaya, qui déclarait hier « L'attaque d'Israël sur l'Iran, c'est un pas décisif vers Gog ou Magog ». Est-ce que cette dimension messianique religieuse, qui concerne une partie de l'extrême droite israélienne, a pris le pas sur la politique, dans le logiciel de Netanyahou? Est-ce que dans ces attaques, au-delà du nucléaire ou d'un risque terroriste éventuel, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension un peu spirituelle Si vous voulez, si l'Iran est une théocratie constitutionnelle, ce n'est pas pour autant qu'Israël est un État laïque. À mon sens, Israël est également une théocratie avec toutes les lois religieuses qui existent dans le pays. Vous ne pouvez par exemple vous marier civilement en Israël. Les Israéliens qui veulent se marier civilement se déplacent à Chypre et se marient là-bas. Donc Israël, à mon sens, c'est également une sorte de théocratie. On est très loin, si vous voulez, du pays créé par Ben Gurion, fin des années 40. On n'est pas dans un pays avec des juifs d'origine européenne qui sont majoritaires, avec une vision socialiste, laïque, dans les kibbutzim. On n'en est plus là. On est dans un pays où, en fait, le pouvoir a quelque peu échappé aux Ashkénazes et transféré aux séfarades qui sont aujourd'hui majoritaires. D'où la mouvance nouvelle politique qui secoue ce pays. Le pays devient de plus en plus religieux. Moi, je pense que c'est une erreur de dire que le peuple israélien est différent de Netanyahou, et que Netanyahou c'est l'extrême droite et que le peuple israélien est différent. Non. S'il est au pouvoir depuis 20 ans, cela signifie que ça fait 20 ans que la population israélienne, d'une manière ou d'une autre, considère que le meilleur choix pour le pays, c'est Netanyahou. Donc la société israélienne a viré vers l'extrême droite. Dans sa majorité. Dans sa majorité, en tout cas. Et que le pays, aujourd'hui, est divisé entre grandes factions. Entre les Ashkénazes et les séfarades, entre les riches et les pauvres. Il y a un pourcentage conséquent de la population israélienne qui est très pauvre, je crois en deçà de 25% à peu près. Et vous avez également les religieux et les laïcs. Ceux qui veulent que les religieux intègrent l'armée, qu'ils fassent leur service, et ceux qui considèrent que les religieux doivent consacrer leur temps à la prière pour que la dimension, si j'ose dire, mystique et divine de soutien apporté à l'État d'Israël puisse continuer. Incontestablement,
ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en tout cas une partie d'entre eux, une partie dont Netanyahou a besoin pour se maintenir au pouvoir, a une dimension incontestablement messianique. C'est-à-dire quand vous regardez, même dans les propos qu'ils utilisent, il y a deux poids, deux mesures. Les messages que les Israéliens adressent par exemple à la population iranienne, c'est-à-dire nous on n'est pas là pour frapper la population iranienne parce qu'on respecte la vie des Iraniens. Et la vie des Gazaouis, on ne la respecte pas. Il y a une différence entre la vie des Gazaouis et la vie des Iraniens. Tous les jours, Israël tue une centaine de personnes au moins à Gaza. On est à 20 mois, on est à plus de 65 000 aujourd'hui. Sûrement le double. On ne connaît pas très bien les chiffres. Avec tous ceux qui sont restés sous les immeubles qui se sont écroulés. Donc, en fait, le respect de la vie, dès lors qu'il s'agit de la vie des non-israéliens, n'est pas pareil. Comment vous expliquez l'approche de Donald Trump sur la question moyen-orientale, en particulier sur la question de l'Iran? Vous l'avez dit il y a quelques instants, un rapport de la CIA expliquait qu'il n'y avait pas de risque nucléaire imminent. Il y a aussi des personnalités dans l'entourage de Donald Trump et du camp républicain, comme Candace Owen, comme Tucker Carlson, comme d'autres, qui sont très critiques vis-à-vis de l'intervention israélienne contre l'Iran. Quel est le logiciel, à votre avis, de Donald Trump sur cette question iranienne? Si vous voulez, Donald Trump est arrivé au pouvoir avec la promesse de mettre un terme à ce qu'il appelait les Forever Wars, les guerres éternelles, dans 24 heures le conflit russo-ukrainien, et également les conflits éternels au Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui à plusieurs mois dans sa mandature, presque 6 mois. La guerre en Ukraine continue, il n'a pas pu l'arrêter, et il est en train d'amener les États-Unis dans un nouveau conflit, dans ces guerres éternelles au Moyen-Orient qu'il voulait éviter. Donc il fait l'inverse de ce qu'il a promis. Cette situation-là a engendré une division dans le camp MAGA, Make America Great Again, qui devait le soutenir. Les personnes que vous avez citées, comme Tucker Carlson, etc., aujourd'hui lui reprochent justement de faire le contraire de ce qu'il a promis et de partir dans un nouveau conflit. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a d'autres membres de son entourage qui le lui rappellent en disant qu'il risquait de perdre sa crédibilité auprès de sa base s'il devait embarquer les États-Unis dans un nouveau conflit. Surtout que ce conflit-là ne peut pas se régler que par voie aérienne. C'est impossible. C'est-à-dire que s'il va aller jusqu'au bout de sa logique, il faut qu'il déploie des troupes. Et là, l'histoire changera. Donc en fait, aujourd'hui, il fait le contraire de ce qu'il a promis, parce que je pense que le camp pro-israélien, qui est extrêmement puissant aux États-Unis, aujourd'hui a réussi à le convaincre que la question de la dénucléarisation de l'Iran primait par rapport à sa volonté de ne pas embarquer les États-Unis dans un nouveau conflit militaire au Moyen-Orient. Et c'est ce qu'il pense aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la réponse qu'il a fournie à Carlson en disant « Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Carlson qu'il faut désarmer nucléairement l'Iran ?» C'est-à-dire qu'il a déjà basculé sur la question du conflit. On ne sait pas exactement, est-ce que toute cette affaire-là, le déploiement de l'armement des B-2 en Europe, dans la région du Moyen-Orient, le déplacement des avions de base américaine pour les mettre en lieu sûr, tout ça c'est un signe pour mettre la pression sur les Iraniens pour qu'ils capitulent, et on reviendra sur la notion de la capitulation qu'il n'a pas définie, ou est-ce qu'il va vraiment y aller? Donc moi je pense, pour ma part, si vous voulez, qu'il y a un réel risque de frappe, parce que le gouvernement iranien, l'État iranien ne capitulera pas. D'ailleurs, il y a 1 heure, le guide suprême iranien a déclaré qu'il n'était pas question pour qui que ce soit de capituler sur place. Donc si les États-Unis veulent poursuivre avec leur volonté de frapper, ils pouvaient y aller, et en même temps affronter les conséquences qui en découleraient. Et donc moi je pense pour ma part que la notion de la capitulation aux yeux de Trump peut être appréhendée à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du désarmement, c'est-à-dire que les Iraniens, qu'ils abandonnent le droit d'enrichir de l'uranium. Vous savez, c'est un droit qui est protégé par les traités internationaux. Chaque pays signataire du TNP a le droit d'enrichir de l'uranium sur son sol national pour ses besoins civils.
Là, vous précisez la notion de capitulation, c'est ça? Voilà, j'ai précisé la capitulation. Et en fait, l'accord de 2015 avec Obama prévoyait ça, justement. Les Iraniens pouvaient enrichir à un faible taux, de quelques pourcents, pour leurs besoins internes. Or, les États-Unis veulent priver l'Iran du droit d'enrichir tout court. L'Iran serait le seul pays au monde qui n'aurait pas le droit d'enrichir. Alors qu'ils veulent offrir ce droit-là aux Saoudiens et la technologie qui va avec. Où est-ce que la capitulation donne son esprit signifie la capitulation de l'État, c'est-à-dire qu'il y a un changement de régime. Il ne l'a pas encore spécifié, on le verra dans les jours qui viennent. Est-ce qu'ils vont tendre la main de négociation avec les Israéliens ou est-ce qu'ils vont juste foncer, si j'ose dire, dans leurs bêtises et vouloir frapper les sites iraniens? Parce qu'il faut savoir qu'ils ne se contentent pas de frapper les sites nucléaires iraniens. Le site de Fordo, qui est un des principaux sites, un des deux principaux sites, n'a même pas encore été touché. C'est le site qui est sous terre, à des dizaines de mètres, sous une montagne, à quelques centaines de kilomètres de Téhéran. Le site de Natanz a été touché, mais uniquement en surface. Ce site également est enfui. Mais ils touchent également les sites civils. Quand ils disent qu'ils respectent la vie des Iraniens, ils la respectent comment? En frappant leurs journalistes, ils ont frappé la radio-télévision iranienne. Ils ont éliminé un certain nombre de responsables aussi de l'armée, à la rigueur, on pourrait argumenter du fait que les généraux, ça fait partie des cibles militaires. Mais des journalistes, des caméramans, des reporters. Alors comment vous l'expliquez? Des sites de raffinage de pétrole, les deux principaux de Téhéran ont été frappés. Des champs gaziers, des hôpitaux. Moi, je l'explique par le mensonge. En fait, par le changement de régime. Une chose est le discours qu'ils tiennent, autre chose est la réalité de leur comportement. Aujourd'hui, c'est une guerre quasi totale. Ils frappent sur tout ce qui bouge, tout en disant au peuple iranien, videz la ville de Téhéran. Alors on parle d'une ville, si vous voulez, de 10 millions d'habitants. L'agglomération dans sa globalité est entre 15 et 20 millions d'habitants. Comment voulez-vous qu'on déplace 20 millions de personnes dans un délai aussi court que celui proposé par les Américains, ça 24 heures. Quelle est la réaction des Iraniens aujourd'hui, notamment à Téhéran? Moi, je suis en relation avec des amis sur place, je suis en relation avec quelques membres de ma famille sur place, que j'essaye de joindre, avec qui je suis quasiment de manière quotidienne en relation, et ils me parlent d'un sentiment de peur, d'un sentiment de crainte, d'un sentiment de frustration et d'impuissance. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer parce qu'ils n'ont pas de voiture. Il y a des personnes qui sont malades, ne peuvent pas se déplacer. Les femmes enceintes ne peuvent pas se déplacer. Les personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. Les enfants bas âge ne peuvent pas se déplacer. Les embouteillages sont tellement horribles, si vous voulez, que tout simplement des personnes qui n'ont pas la force physique ne peuvent pas se permettre de rester 20 heures dans un avion par 40 degrés à l'ombre, qui est la température locale à Téhéran. Donc je pense qu'il y a un décalage entre le discours soi-disant bienveillant des Israélo-Américains, des Israéliens et des Américains, et la réalité de leur comportement. Est-ce qu'il peut y avoir, si l'objectif est vraiment ce changement de régime, une sorte de révolution colorée mais provoquée à coups de bombardement, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que ça peut avoir un impact sur la population iranienne, puisque en fait le calcul qui est fait, si cette théorie est la bonne, c'est que la pression et la peur vont faire craquer les Iraniens, vont remettre en selle l'opposition et vont faire tomber le régime des mollahs. Est-ce que c'est crédible, ça, ou pas? Je vais vous le dire. Chaque fois que les Américains ont basé la réflexion sur cette thèse, ils se sont trompés. Je ne crois pas savoir qu'ils étaient accueillis avec la fleur au fusil lorsqu'ils sont arrivés à Bagdad le lendemain de la chute de Saddam. On a vu ce que leur présence a donné. La tragédie de Fallujah en premier. Ils font probablement le même calcul, mais c'est une erreur. Parce que quand vous regardez la population iranienne, on parle quand même d'un pays de presque 90 millions d'habitants. On ne parle pas d'un petit pays. Un pays de 90 millions d'habitants ne se traite pas de la même manière qu'un pays de quelques millions comme la Libye ou à l'époque 25 millions comme l'Irak. Vous avez sûrement 20% de la population à peu près qui est acquise à la cause de la théocratie au pouvoir. 20%. Ce sont des gens qui sont armés, les clients du régime ou ceux qui y croient idéologiquement.
Vous avez ensuite 15% de la population qui sont des opposants coûte que coûte, ceux qui appellent de leur vœu le bombardement de leur propre pays par Israël pour en finir avec le pouvoir de la théocratie islamique. Mais au milieu, vous avez 60 à 70% des Iraniens qui sont des gens normaux, des gens ordinaires, des gens qui veulent tout simplement la réintégration de leur pays dans le concert des nations, le retour de l'Iran dans sa juste place parmi les puissances régionales, vivre, partager avec le monde, échanger avec le monde, voyager, chose qui leur est interdite de par les difficultés d'avoir des visas. Donc en fait, cette immense majorité de la population, ça fait 47 ans qu'elle vit dans la guerre, 8 années de guerre Iran-Irak, 500 000 à 1 million de morts, dans les sanctions, dans les privations, dans l'ostracisme, sous l'embargo. C'est insupportable pour eux. Des personnes qui veulent tout simplement vivre. Je ne suis pas certain que cette frange majoritaire de la population iranienne va se réjouir de son bombardement, du bombardement de leur ville, de leur pays, pour pouvoir faire front avec l'armée israélienne. Je vois d'ailleurs difficilement qui peut faire front avec l'armée israélienne compte tenu de l'image de cette armée dans le monde. Et il y a un risque de voir cette même population serrer les rangs derrière le pouvoir sous la notion de la patrie en danger. D'autres vous diront que non, pas du tout, le régime est tellement détesté que peu importe qui arrive, ils vont soutenir les envahisseurs, les puissances d'invasion. Mais la majorité, si votre interlocuteur est de bonne foi, vous dira « personne n'a envie de voir son pays dans ses infrastructures bombardé. Personne n'a envie de se faire tirer dessus pour être libéré. » Et aujourd'hui, les Iraniens, s'ils devaient se poser une question très simple, qui me tue, qui me tire dessus, ils diraient qu'ils ne tombent pas aujourd'hui, sûrement hier, mais aujourd'hui, ils ne tombent pas sous les balles des services iraniens, ils tombent sous les bombes israéliennes jetées à 30 000 pieds. Quels sont aujourd'hui les soutiens de l'Iran, les pays sur lesquels l'Iran peut compter pour essayer d'entamer une discussion, peut-être pour les Iraniens de raisonner Donald Trump? Je pense qu'aujourd'hui, on habite dans un monde qui est bouleversé. On habite sur une planète aujourd'hui où le droit international n'existe plus, où c'est la jungle, où la puissance militaire, c'est la seule chose qui compte, où c'est la loi du fort qui l'emporte. Regardez la situation actuelle. Le droit international interdit l'agression d'un pays envers un autre. Israël arrive, bombarde, etc. L'Amérique va suivre Israël. Le droit international interdit le fait de frapper des sites nucléaires, quels qu'ils soient, d'après une résolution, si vous voulez, du Conseil de sécurité, au lendemain des frappes israéliennes, déjà à l'encontre des centrales de Saddam Hussein, en 1981. Ils le font. Ils le font. Donc aujourd'hui, le droit n'existe plus. Au même titre que le droit n'existe plus, et au même titre qu'aujourd'hui, la seule chose qui est sanctionnée, c'est la puissance militaire, et la violence, et la brutalité, au même titre, les pays qui seraient disposés à lever les doigts ou à hausser le ton face aux autres n'existent pas. Vous savez, vous prenez les budgets de défense de tous les pays du monde, vous les rajoutez les uns aux autres, ce budget, in fine, est moins important que le budget américain, qui est proche de 1000 milliards de dollars. Le budget de la France, c'est 50 milliards. Et ça pèse 50 milliards ces 2 dernières années, avant c'était 40. On veut le passer à 100, on ne sait pas comment trouver l'argent. L'Amérique, c'est 1000 milliards. Donc qui va pouvoir affronter les États-Unis? Si vous regardez la Russie, par exemple, la Russie qui n'a jamais été une grande fidélité dans ses alliances, la Russie pense davantage à la guerre de l'Ukraine et espère pouvoir aboutir à un accord avec les Américains de manière à lever les sanctions, à ramener son pays dans les échanges internationaux et de récupérer le Lugansk, le Donetsk et la Crimée, peut-être qu'ils espèrent récupérer définitivement, juridiquement reconnu. La Chine, qui dépend du marché américain pour assurer une certaine croissance de son économie, un maintien de la croissance, primera toujours et préférera toujours l'économie avec les États-Unis que le droit international et l'honneur de la relation internationale en haussant le ton sur l'Iran. Les pays arabes, n'en parlons pas. Les pays arabes, si vous voulez, qui, à mon sens, ont dépassé les limites de l'entendement sur la lâcheté face à la question de Gaza, se tairont parce que quelque part, ils se réjouissent même
que le pays non arabe qu'est l'Iran, puisque l'Iran est un pays indo-européen, se fasse décimer. Parce que ces pays, notamment les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, ont un complexe d'infériorité par rapport à l'Iran. Et leur crainte, c'est que le retour de l'Iran dans le concert des nations pourrait les faire basculer en tant qu'État de seconde zone, comme c'était leur cas à l'époque impériale, avant la révolution de 79. Vous suivez aussi le traitement de cette actualité en France. Emmanuel Macron a des positions étonnantes, que ce soit sur Gaza, sur Israël, sur l'Iran. Pour le mois de juin, il avait annoncé la reconnaissance de l'État palestinien. Ensuite, il a dit que cette reconnaissance serait effective si la France était accompagnée par d'autres pays. Là, sur le conflit israélo-iranien, c'est pareil, il y a une espèce de manque de lisibilité, on ne comprend pas trop ce qu'il veut faire. Comment vous interprétez la position d'Emmanuel Macron là-dessus? Et est-ce qu'aussi, peut-être, les néoconservateurs dont vous évoquiez la pression et l'influence sur Donald Trump ces dernières semaines, ils existent aussi et ils sont aussi à l'œuvre à l'Élysée ou au Quai d'Orsay? Bien sûr. Alors déjà, je tenais à faire part de ma tristesse quand je vois l'état de la diplomatie française. Moi, j'ai grandi, si vous voulez, avec l'idée de la France de De Gaulle, de la France de cette troisième voie dans un monde qui était à l'époque bipolaire, dans une France qui avait le courage de ses convictions, dans une France qui disait le droit et qui disait les principes. Cette France-là n'existe plus. Et nous avons donc aujourd'hui une présidence de la République, un président de la République qui, face au conflit israélo-iranien, voyant que c'est Israël qui, sans qu'il y ait urgence et imminence d'un danger, attaque l'Iran, donc incontestablement, d'après tous les critères internationaux, illégal comme attaque, et qui dit Israël a le droit de se défendre. Mais c'est Israël l'agresseur. Ça veut dire quoi, Israël a le droit de se défendre? Ensuite, partir sur le chemin de la reconnaissance d'un État palestinien, qui, à mon sens, est indispensable, juridiquement. L'annoncer, pour ensuite rétropédaler, pour ensuite enterrer en reportant la conférence qui va avec, je trouve ça, si vous voulez, indigne de la France. La France était cette troisième voie. Le général de Gaulle disait, la France, si vous voulez, n'a pas d'amis ou d'alliés, elle n'a que des intérêts. Donc la réelle politique pragmatique doit primer. La position du président de la République sur la question iranienne, on ne l'explique pas. C'est contraire à la tradition plusieurs fois, plus de 50 ans de la France. Mais pareil sur le cas de la Russie et de l'Ukraine. L'intérêt de la France n'était pas de prendre le leadership d'un mouvement européen contre la Russie, alors que l'Amérique est en train de se retirer. On est en train de partir dans des visions fondées sur l'idéologie ou dans des notions d'intérêt communautaire pour faire primer l'intérêt de la France. Or, il n'y a qu'une seule communauté en France, c'est la communauté française. Il n'y a qu'une seule idéologie en France, elle s'appelle la France, rien d'autre. Mais malheureusement, cette politique à très courte vue fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de France sur l'échiquier international. Et ce mouvement néoconservateur que vous faisiez référence, non seulement existe en France, mais a un nom au Quai d'Orsay. On appelle ce mouvement la secte. Ce sont tous ces diplomates, souvent de très haut rang, qui ne voient l'intérêt supérieur de la France en diplomatie sur le Moyen-Orient qu'à travers le prisme sécuritaire d'Israël. Ça existe, ça. Je les connais, ça existe, et ils sévissent. Et donc aujourd'hui, parce que Emmanuel Macron parle d'un côté que la France se tient, je dirais, en ami protecteur d'Israël si besoin, ce qui veut dire que la question d'une intervention de l'aviation française est ouverte, elle est sur la table potentiellement, en soutien d'Israël. De l'autre côté, il a expliqué qu'il n'y avait pas de solution militaire dans ce sujet irano-israélien et qu'il fallait que les choses se règlent de manière diplomatique. Ils essaient de jouer sur les deux tableaux.
ou il y a quelque chose d'autre? Si vous voulez, Israël n'a même pas daigné informer l'Élysée des frappes à l'encontre de l'Iran. Est-ce qu'a fait payer à l'Élysée son positionnement par rapport à la reconnaissance de l'État palestinien? Il n'y a pas eu de reconnaissance infinie. C'était soi-disant, on n'est plus en très grande proximité avec la France, donc on met la France en dehors. Donc raison de plus pour la France, si vous voulez, de se distancier. Mais on fait l'inverse. On se fait mépriser, on court dans les bras de la personne morale qui nous méprise. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas un besoin militaire pour la France. L'arsenal américain dans la région est à peu près de 500 avions de combat. Si vous prenez la base Al-Udeid américaine à Doha, au Qatar, plus les actifs militaires aux Émirats arabes unis, au Bahreïn avec la 5e flotte, etc., 6e flotte, etc. Si vous prenez en considération les 3 porte-avions nucléaires qui sont dans la région, dont le dernier USS Vance qui vient d'arriver, vous avez, je pense, un arsenal de 1000 avions américains dans la région. Sans parler des 50 avions de combat de transport qui sont arrivés des États-Unis hier, avec les B-2 bombardiers qui attendent sur place pour transporter les fameuses bombes Bunker Buster qui veulent utiliser pour détruire le site de Fordo. Donc quel besoin de la France? Ce n'est pas les 10 Mirages français, 10 Rafales français à Abu Dhabi qui va servir de menace pour les Iraniens. C'est davantage une cible qu'une menace. Donc en fait, on sera ridicule dans cette affaire. On a intérêt à rester en dehors. À l'époque de Chirac, on a eu le courage au moins de dire ce qu'on pensait et de rester en dehors d'un conflit, dans la mesure du possible. Là, on va tête baissée devant et on va même griller ses cartes dans un Moyen-Orient qui risque d'être demain totalement recomposé. Parce qu'on ne sait pas où on va. On n'a pas la garantie que les bombardements vont aboutir. Pour pouvoir renverser ce pouvoir théocratique en Iran, il faudrait qu'il y ait une occupation de terrain. Avec des troupes au sol. Avec des troupes au sol. Vous imaginez un pays de 90 millions d'habitants qui ne vont pas tous courir dans les bras des Israéliens qui arrivent pour dire merci de m'avoir bombardé, pour leur donner une fleur en échange, avec les Américains qui arrivent, qui auraient détruit l'eau, l'électricité, les hôpitaux, etc. Parce qu'il n'y a plus d'eau, d'électricité à terre. Ils ont frappé les installations et les infrastructures qui vont avec. Une des raisons qui fait que les gens qui ont les moyens quittent la ville, c'est parce qu'il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Ils ont frappé les centrales. Donc en fait, si ça ne devait pas arriver, je peux vous dire qu'on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan, on a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Vous imaginez dans un pays extraordinairement vallonné comme l'Iran, 3 fois la France, avec une population qui, même minoritaire, est acquise à la cause et qui n'a nulle part où aller. Que va-t-il se passer? Parce que les Américains n'ont même pas envisagé, dans leur absence de concentration, sur la solution de remplacement. Parce que quand bien même ils disent qu'ils ont préparé une solution de remplacement, ça à laquelle je ne crois pas une seule seconde, que vont-ils faire des élites de l'Ancien Régime qui vont se sentir menacées, qui vont se retrouver dans un corner, donc qui ne pourront que prendre des armes pour créer une guerre civile? Ils n'ont même pas pensé au jour d'après, contrairement à ce qu'ils disent. Donc moi, je suis extraordinairement inquiet pour la population iranienne. Le régime, ça ne m'intéresse pas. La population iranienne, ce peuple iranien qui a déjà si souffert, pour ensuite être martyrisé sous prétexte qu'une puissance étrangère annonce vouloir les bombarder pour les libérer. C'est ridicule. Quels sont aujourd'hui les moyens de pression de l'Iran sur la communauté internationale, en particulier sur les États-Unis? On parle de la fermeture, de la menace sur le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'elle est réelle et est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens de pression des Iraniens? Si vous voulez, détroit d'Ormuz, c'est quelques dizaines de kilomètres, hein, c'est pas beaucoup. Fermer, c'est pas compliqué. On coule 4 tankers sur place, c'est fermé. On met 4 canons mobiles du côté iranien, c'est fermé. Mais on n'a même pas besoin, les Iraniens n'ont même pas besoin de faire ça. Le fait de l'annoncer, qu'ils vont tirer sur tous les bâtiments qui passent, va fermer de fait le détroit d'Ormuz. Parce qu'aucune société d'assurance voudra assurer les tankers qui vont passer à travers. C'est fermé.
Le pétrole prend 30%, puisque 30% du pétrole transporté par voie maritime des ressources d'hydrocarbures passe par le détroit d'Ormuz. Ils peuvent tirer sur les gisements d'Arabie Saoudite, sur les raffineries d'Arabie Saoudite. Ils l'ont déjà fait il y a quelques années. Ils ont détruit la raffinerie, les sites pétroliers d'Abqaiq. 50% de la production saoudienne a été arrêtée. Ils peuvent faire la même chose sur Dubaï. À ce moment-là, le projet Vision 2030, la vision 2030 de MBS, va aller où avec son pays à feu à sang? Et les Houthis peuvent de nouveau commencer à tirer sur la mer Rouge. Pour votre information, les Houthis, c'est quand même pas des gens aussi armés et techniquement avancés que les Iraniens. Leurs missiles, c'est d'origine iranienne. Les Houthis, en tirant de temps en temps quelques missiles, ont détourné une partie conséquente du trafic maritime international du canal de Suez, les bateaux préférant contourner l'Afrique. Donc, et ont touché un bâtiment américain, notamment. Il y a aussi une menace sur la flotte américaine, bien qu'étant... Alors, ils essayent d'éviter la chose parce qu'ils voient qui est à la tête des États-Unis, ils connaissent son côté erratique dans sa réflexion, donc c'est pas certain qu'ils veuillent viser les sites américains, mais les sites américains sont partout. Mais la menace existe. Il y a 50 bases américaines. Alors vous imaginez si les Iraniens devaient décider de lancer 3 missiles sur une base américaine et qu'il y aurait 5000 morts, ou 500 morts, ou 1000 morts, ou 2000 morts. Qu'est-ce qui se passera aux États-Unis? Avec ce président-là, il voudrait utiliser la bombe nucléaire en retour. On est arrivé aujourd'hui à la fin de la notion du droit. Le droit, c'est quoi, si vous voulez? C'est le principe qui consiste à empêcher les débordements et à protéger le faible contre le plus fort, pour que ce ne soit pas justement la loi du plus fort qui l'emporte. Aujourd'hui, le défaut d'existence de ce droit international et l'absence de la volonté des uns et des autres dans la communauté internationale de faire respecter ce droit fait qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que vous imaginez une seconde si Poutine avait dit « Je sais où habite Zelensky, je vais le tuer ». Ça aurait créé une tollée. Le président américain dit « Voilà, je vais tuer un autre chef d'État ». On ne dit rien. Je vais l'envahir. Capitulation. Alors qu'il n'y a même pas d'état de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Demain, ça peut nous arriver en France. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc s'il y avait une communauté internationale qui pense au lendemain de cette affaire, cette communauté doit penser d'abord à son propre sort, c'est son propre pays. Parce que si c'est ça la route que l'on prend, je vais vous dire que ça ne va pas s'arrêter avec l'Iran. Le monde, vous l'avez dit, l'ordre international est en recomposition. D'abord parce que le droit international n'est plus une boussole, n'est plus respecté, ne compte plus. Aussi parce qu'il y a l'émergence de ces BRICS, de ces pays qui tiennent tête à l'ordre occidental. Mais tout ça, ça émerge, ça grandit avec la Russie, avec la Chine. L'Iran faisait partie d'ailleurs, une partie des pays du Golfe aussi. Mais en face, on voit que avec ce retour des néoconservateurs qu'on croyait... je dirais, parti assez loin depuis la fin du conflit en Irak et en Afghanistan. C'est un retour en force. Et finalement, on a une bipolarisation du monde, avec une Europe qui, évidemment, tend plus vers les néoconservateurs. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point de tension qu'on n'a jamais connu, en fait, depuis la guerre froide. Vous avez pas raison, même au-delà, je dirais. L'affaire iranienne, si elle dérape, ça peut amener le monde vers une 3e guerre mondiale. Je ne suis pas certain que les Russes qui ont profité des drones et des missiles iraniens peuvent s'autoriser à ne pas aider l'Iran dans ce conflit-là. Ou les Chinois qui comptent sur les gisements miniers d'hydrocarbures en Iran peuvent laisser les champs pétroliers iraniens tomber entre les mains des Américains. Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, vous avez raison, ces néoconservateurs sont de retour. Et la politique que l'on voit aujourd'hui transposée au Moyen-Orient, c'était celle de George W. Bush père, où il parlait du New Middle East, le nouveau Moyen-Orient, et c'est vers cela que l'on se rend. Mais rien n'est certain que ça va s'arrêter là, avec Israël. Israël occupe déjà une partie de la Syrie au-delà du Golan, occupe une partie du Liban, occupe la Cisjordanie, occupe aujourd'hui une partie de Gaza, et fait chanter la Jordanie avec la question de l'eau. Où va s'arrêter ce pays? Pourquoi pas continuer? Pourquoi pas vouloir réduire tout le Moyen-Orient au rang d'États commis ou d'États inféodés? C'est le chemin qu'ils prennent.
Comment est-ce que vous voyez les prochains jours, les prochaines semaines en Iran? Je le vois avec beaucoup de tristesse et je suis personnellement dévasté. Encore une fois, mon seul souci, c'est la population iranienne. Le pouvoir islamique, je ne le porte pas dans mon cœur. Et c'est un euphémisme. Je pense que les Iraniens vont souffrir. Je pense qu'à moins qu'il y ait une pression internationale réelle sur les États-Unis et que le camp de la paix l'emporte aux États-Unis contre le camp de la guerre, coûte que coûte, que l'Iran va être bombardé, et pas que des sites militaires, des sites d'infrastructures comme ils ont commencé à le faire, la population civile, qu'on aura des milliers de morts. Et je pense qu'on entre à ce moment-là dans ce qu'on appelle en géopolitique en anglais « uncharted territory », c'est-à-dire un territoire non encore délimité, où en fait les Iraniens pourront déborder. Et à ce moment-là, ça va partir en vrille, aucun pays ne pourra le contrôler. Avec une menace réelle pour l'Iran et sa population, pour l'intégrité territoriale de l'Iran. Parce que quand on regarde avec tous ces pays qui ont déjà fait l'objet de l'attention américaine en matière de changement de régime ou de l'introduction de la démocratie, ces pays-là ne sont pas restés unifiés. Regardez l'Irak. Le gouvernement de Bagdad ne contrôle pas le Kurdistan irakien, à Erbil. Regardez la Syrie. Le gouvernement central ne contrôle que Damas et les 2/3 de Alep. Regardez le Yémen, conflit entre les chiites ou assimilés au nord et les sunnites au sud. Partout où vous regardez, vous voyez malheur et détresse. Partout où vous regardez. Et je pense que la même chose va nous attendre, mais puissance 10, avec l'Iran. Parce que l'Iran se battra. Vous venez de dire que la clé, c'est cette bataille interne aux États-Unis autour de Trump, pour savoir qui va réussir à l'emporter, à l'influencer suffisamment pour qu'il prenne une décision. Ça, mais les Iraniens aussi. Les Iraniens, enfin la théocratie, est passée maître dans l'art de la capitulation. Ils l'ont déjà fait. Pendant la guerre Iran-Irak, les derniers jours, l'armée expliquait à l'imam Khomeini à l'époque qu'on avait aucune chance de gagner, on risquait même de perdre complètement la guerre. C'est là où il abuse ce qui s'appelait le verre empoisonné. Contre mon gré, contre ma volonté, je bois ce verre empoisonné et j'accepte la résolution numéro X qui promeut la fin de la guerre Iran-Irak. Ils peuvent faire la même chose. À un moment, ils peuvent dire que l'intérêt supérieur de l'État consiste à accepter même le zéro enregistrement avec les Américains et le démembrement de site nucléaire. S'ils font ça, c'est fini. Et si les Américains se contentent de ça, s'ils ne font pas ça, et que les Américains, malgré le fait que les Iraniens aient fait ça, pas extraordinaire, devaient quand même continuer à avoir des exigences, ça pourra à ce moment-là réellement partir en vrille, parce que là, l'humiliation, on peut l'accepter jusqu'à un certain seuil. Pas totalement, pas complètement, pas au vu et au su de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une diplomatie, pour que des accords puissent être trouvés dans le climat et le secret des cénacles de la diplomatie. Que ce soit pour l'Afghanistan ou l'Irak, il y avait ce déploiement de troupes au sol dont vous avez parlé. Évidemment pas de soldats israéliens, mais des soldats américains. Là, l'Iran n'a pas de frontière avec Israël. On voit mal comment Israël pourrait déployer des troupes au sol en Iran. Et on voit mal aussi comment les Américains, compte tenu des positions et de la diplomatie de Donald Trump, du retrait de l'Afghanistan, des positions dont vous avez parlé, pourraient envoyer des troupes au sol en Iran. Ce qui veut dire que la seule solution crédible, c'est une révolution interne, c'est un changement de régime par les Iraniens, c'est de faire craquer l'opinion publique iranienne. Les troupes au sol peuvent arriver. Si on en est là, ils peuvent déployer des troupes en Irak, ils peuvent les déployer dans la pétromonarchie arabe du Golfe Persique. Il y a des solutions pour ça. Ne serait-ce que pour frapper des sites militaires, ils peuvent arriver en hélicoptère, porteurs d'hommes, transporteurs d'hommes, etc. Il y a des moyens. Et s'ils veulent effectuer une invasion terrestre à laquelle je ne crois pas du tout, ils peuvent passer par l'Irak. Il y a beaucoup de moyens. La base d'Injirli, qui est la plus grosse base aérienne de l'OTAN dans la région, est en Turquie jusqu'à quelques centaines de kilomètres de la frontière iranienne. S'il n'y aura pas de soulèvement populaire, je crois que l'affaire est tombée pour les Américains.
Et je vois difficilement comment ça peut avoir lieu dans le contexte aujourd'hui là que les bombes tombent. Ouais. Si demain les bombes s'arrêtent, etc., il peut y avoir une réaction populaire que j'espère contribuera à réformer le système et à mettre un pouvoir laïque démocratique à sa place. Mais qui peut dire l'avenir? Je ne suis pas Madame Soleil. Dernière question, vous parliez de la Turquie. La position d'Erdogan aujourd'hui par rapport à l'Iran, quelle est-elle? Parce que il est aussi, compte tenu de ses prises de position, dans le viseur israélien pour un certain nombre de sujets. Quelle peut être aujourd'hui sa position, sachant que la Turquie, on le rappelle, est membre de l'OTAN? La Turquie, ce n'est que du tchatch de la rhétorique. Il hurle tous les jours sur Netanyahou en l'accusant de fou génocidaire. Il n'empêche qu'il y ait une ambassade d'Ankara sur place en Israël et que les coopérations militaires continuent. La Turquie aujourd'hui, comme les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, se réjouissent de ce qui arrive à l'Iran. Parce que plus l'Iran, le pays le plus éduqué de la région, les Iraniens ont un niveau d'éducation supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale. La première femme prix Fields est une Iranienne, Madame Mirzakhani, hélas décédée, une femme dont la beauté et l'intelligence n'avaient d'égal, qui a gagné le prix Fields. Les deux femmes musulmanes prix Nobel sont des Iraniennes et c'est des opposantes au régime iranien qui sont des avocats ou magistrats qui défendaient les droits des femmes. L'Iran est quand même dans un cas à part. Mais la Turquie aujourd'hui se considère comme le concurrent de l'Iran. La Turquie, avec sa démarche vers ses racines altaïques, cherche à faire creuser un corridor à l'intérieur du territoire souverain de l'Arménie, qu'ils appellent Zangezur, pour pouvoir avoir la jonction terrestre entre la frontière turque et l'Azerbaïdjan, et de là vers le haut du Caucase, et ensuite le haut de l'Asie centrale. Et donc, en fait, encercler l'Iran par le nord. Donc, ils condamnent verbalement, mais au fond d'eux, ils doivent être heureux. Tous les pays de la région sont heureux de ce qui arrive à l'Iran. Il n'y a que les amoureux de l'Iran et des Iraniens qui respectent leur pays que la souffrance pèse. Ailleurs, nos ennemis se réjouissent, parce qu'ils se disent, ça fait autant de moyens de moins pour l'Iran, autant de moins d'industrie pour l'Iran, autant d'espoir de moins pour l'Iran. Eh bien, moi, je suis de ceux qui veulent plus d'espoir, plus de bonheur, plus de sécurité, plus d'avenir pour cette nation déjà martyrisée par 47 années de théocratie et qui est aujourd'hui martelée par les bombardements de l'étranger. Ardavan Amir Aslani, merci pour ces explications. Merci à vous de m'avoir invité. Merci pour vos analyses. Et chers abonnés d'Omerta, à bientôt pour un nouveau grand entretien. J'en profite pour préciser à ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube de s'abonner dès maintenant parce que nous atteindrons bientôt les 450 000, mais nous les atteindrons d'autant plus vite que vous cliquerez sur la cloche et que vous likerez, commenterez cette vidéo. À très bientôt.